Fidèles internautes, chers amis d'Afrique, d'Europe, d'Amérique et d'Océanie, bonjour et bienvenue. Je suis le docteur Clément Ikapi, présentateur de l'émission Merci Docteur sur Teler TV. Merci Docteur est votre demi-heure de santé qui vous apporte des éléments nécessaires pour préserver votre propre santé, pour aider, protéger et préserver aussi la santé de vos semblables. Vous l'avez demandé, chers téléspectateurs, et nous vous avons entendu. Le sujet de ce jour, les gestes de premier secours ou soins d'urgence. Pour cela, chers internautes, nous avons l'honneur de vous présenter une dame qui pratique, qui forme, une dame de terrain, donc qui a de l'expérience dans ce domaine. Il s'agit de Madame Karine Marchand. Madame Karine Marchand est une infirmière anesthésiste diplômée d'État, IAD, infirmière sapeur-pompier dans le 44 en Loire-Atlantique, formatrice en soins et gestes d'urgence au CESU 44. Nous l'avons invitée pour qu'elle nous parle dans des termes simples, comme elle sait le faire, de façon claire et à la portée de tous. Madame Marchand, bonjour. Bonjour, docteur Ikapi. Merci de votre invitation. Je viens de vous présenter. Est-ce que vous avez quelque chose à ajouter sur la présentation? Votre présentation est parfaite. Merci beaucoup. Merci. Madame Marchand, comme je l'ai dit en introduction, si je vous ai fait venir, c'est parce que nous voulons parler des soins d'urgence. La première question que je vous pose, c'est quoi la définition des soins d'urgence ou une défaillance grave? C'est quoi exactement la définition? Alors, l'urgence vitale, c'est une situation où la vie du patient est en danger et où il risque de décéder faute de soins rapides et adaptés. D'accord. Alors, donc, devant ce genre de détresse, dans une situation extra-hospitalière, vous avez l'habitude de former des gens. Et aujourd'hui, qu'est-ce que vous avez à nous dire exactement? Alors aujourd'hui, nous allons aborder ensemble les cas d'urgence vitale immédiate, c'est-à-dire qu'il va falloir pratiquer des gestes immédiatement pour pouvoir permettre de donner le maximum de chances de survie aux patients. Nous savons tous que la vie, c'est ce que nous avons de très précieux. L'État, dans ces situations, et le citoyen doivent, chacun à son niveau, la préserver le plus longtemps possible, avec le minimum d'handicap. Pour cela, l'État, de son côté, doit mettre en place un cadre légal souple, des outils juridiques actualisés qui inciteraient le citoyen à se former pour bien comprendre ce genre de situation. Cet outil juridique doit aussi protéger le citoyen en cas de désagrément. Alors, Madame Karine Marchand, est-ce que nous pouvons commencer notre exposé sur les 4 urgences vitales dont vous venez de nous citer? Il existe des lois dans chaque pays qui permettent de cadrer la prise en charge des urgences vitales. En France, il existe plusieurs ministères. Le ministère de la Santé qui a décidé de légiférer la formation aux gestes et soins d'urgence depuis 2006. Chaque professionnel de santé qui est inscrit à l'article 4 du Code de santé publique doit bénéficier d'une formation en gestes et soins d'urgence d'une durée de 3 jours. Il existe aussi dans le ministère du Travail une législation qui implique qu'un membre du personnel soit formé dans tous les ateliers qui doivent accomplir des travaux dangereux. Et aussi pour chaque chantier dangereux recevant au moins 20 travailleurs pour une durée au minimal de 15 jours.
Le ministère de l'Intérieur élabore tous les 5 ans un schéma d'analyse et de couverture des risques au niveau de chaque département, ce qui permet de dresser l'inventaire des risques de toute nature pour la sécurité des biens et des personnes auxquels doivent faire face les services d'incendie et de secours de chaque département. Alors, vous venez là de nous donner la législation concernant cette discipline qui est donc le premier soin de secours. Alors, par ailleurs, on dit souvent que tout citoyen du monde a le devoir de porter secours à son semblable en cas de détresse. Toute personne, par son comportement, concourt à la sécurité civile en fonction de la situation auquel, effectivement, elle est confrontée et dans la mesure de ses possibilités. Il veille à prévenir les services de secours et à prendre les premières dispositions nécessaires, hein, qui comportent assistance de manière bénévole à une personne en situation apparente de péril grave et imminente est un citoyen sauveteur. Il bénéficie donc de la qualité de collaborateur du service public. Le citoyen sauveteur effectue jusqu'à l'arrivée des services de secours et les services médicaux les premiers gestes de secours dont nous allons voir avec vous tout à l'heure, avec ou pas utilisation de défibrillateurs automatisés qu'il doit savoir effectivement manipuler. Mais en cas de préjudice, vous ne l'avez pas dit, mais juste pour compléter, le sauveteur doit être exonéré de toute responsabilité civile, sauf en cas de faute lourde ou intentionnelle. Maintenant que tout ça c'est dit, on va commencer avec notre première détresse, qui est donc l'étouffement. Madame Marchand, à propos de l'étouffement, qu'est-ce que vous pouvez nous dire là-dessus? Alors, l'étouffement, que l'on va appeler l'obstruction des voies aériennes supérieures, survient en général dans un contexte alimentaire, lors d'un repas, ou chez les enfants, plutôt dans un contexte de jeu, où ils vont avaler des petites pièces de jeu, des billes, des choses de ce type-là. Qu'est-ce qu'on va observer? On va observer donc que la personne se met brutalement à s'agiter. Elle ne peut pas respirer, elle ne peut pas parler, elle ne fait aucun bruit, aucun son ne sort de sa bouche. Elle est agitée, elle va présenter aussi un changement de couleur, en allant vers ce que l'on appelle la cyanose. Et donc, si on ne fait rien, son cerveau n'a plus accès à l'oxygène et donc rapidement, elle va perdre conscience. Il va falloir mettre en œuvre des gestes très rapidement, en moins de 1 minute. Donc, nous n'avons pas le temps d'alerter les secours quand nous sommes seuls avec la victime. Il va falloir directement agir. Pour cela, il va falloir pratiquer 5 tapes rigoureuses dans le dos, entre ces 2 épaules. Si ça ne fonctionne pas, il va falloir faire une compression au niveau de son abdomen, en se positionnant derrière la victime et en appuyant très fort vers l'arrière avec notre poing et notre main par-dessus. On va appuyer très fort, 5 fois aussi. 5 fois, c'est comme les 5 doigts de la main, pour un moyen mémotechnique. Donc 5 tapes dans le dos, suivies de 5 compressions abdominales si ça ne fonctionne pas. Les 5 tapes dans le dos permettent de créer une vibration, d'accord, dans ces voies aériennes et peut-être d'entraîner un réflexe de tout. Les 5 compressions abdominales vont créer une surpression dans ces voies aériennes et pouvoir déloger le corps étranger qui l'empêche de respirer et de tousser. Très bien. Alors, vous avez dit 5 tapes dans le dos, 5 compressions abdominales. Et imaginons que malgré ça, le patient et le corps étranger n'est pas expulsé. Qu'est-ce qu'il faut faire en ce moment-là? Y a-t-il d'autres choses à faire? Alors, déjà, 90% des cas seront sauvés par les 5 tapes dans le dos qui doivent être vigoureuses. Ensuite, les 5 compressions abdominales viendront compléter vos gestes. Et ensuite, il va falloir recommencer. C'est l'alternance entre les mécanismes de vibration et le mécanisme de surpression qui vont aller au succès.
Alors, Madame Marchand, vous êtes en train de nous parler là d'une personne, entre guillemets, j'allais dire normale. Mais pour les enfants, est-ce que c'est la même chose? Alors, pour les enfants de 1 an à 8 ans, hein, la législation considère un enfant entre 1 an et 8 ans, ce sera la même prise en charge. Par contre, l'enfant ayant moins de réserve en oxygène, il n'aura pas cette phase d'agitation qui peut nous alerter. Ce sera plutôt assez silencieux. C'est un enfant qui va mettre les mains à la gorge, qui va probablement avoir beaucoup de salive qui sort par la bouche, mais il ne va pas faire énormément de gestes et il ne va pas faire beaucoup de bruit. Parce que ce genre d'accidents, évidemment, c'est des accidents qui arrivent souvent beaucoup plus chez les enfants que chez les adultes. Je pense que c'est des accidents qui arrivent aux deux extrémités de la vie, c'est-à-dire chez les enfants avant tout, et puis chez les sujets très âgés. Tout à fait. La population la plus touchée étant les enfants et les personnes âgées avec des troubles de la déglutition. Très bien. Alors, mais si je vous comprends bien, est-ce qu'il n'est pas difficile, est-ce qu'il arrive que, enfin, il peut arriver plutôt que ce genre de situation, ben, malheureusement, arrive chez une femme enceinte? C'est la même chose parce qu'une femme enceinte, il n'est pas difficile en ce moment-là de lui faire des compressions abdominales. Tout à fait. Une femme visiblement enceinte, nous ne pourrons pas aller faire des compressions abdominales qui risqueront de porter atteinte à son fœtus. Donc, pour la femme enceinte, nous allons procéder de manière dégradée avec la même prise en charge du départ, c'est-à-dire les 5 tapes entre les 2 épaules, d'accord, les 5 tapes dans le dos. Et ensuite, nous allons réaliser les compressions thoraciques, c'est-à-dire que nous allons mettre notre main sur son sternum et faire la même chose, 5 compressions sternales, et ensuite alterner avec 5 tapes dans le dos. Alors, je suppose que chez les sujets obèses, on fait la même chose, ou il y a en ce moment-là d'autres moyens de faire sortir le corps étranger. Tout à fait. Chez les obèses, l'impossibilité de faire le tour de leur tablier abdominal va nous contraindre à réaliser aussi les mêmes procédures que la femme enceinte, c'est-à-dire 5 tapes dans son dos et ensuite 5 compressions sur son sternum. Alors, pour résumer, si nous avons bien compris, et surtout pour la bonne compréhension de nos très chers internautes, en cas de corps étranger, en cas d'étouffement, disons-le comme ça, 5 tapes dans le dos et 5 compressions abdominales. Chez la femme enceinte et chez l'obèse, exceptionnellement, on fait des tapes dans le dos, mais malheureusement, on ne peut pas appuyer sur son ventre pour éviter de nuire à son fœtus. Et chez les nouveau-nés, les enfants, c'est ça, euh, on fait juste les compressions abdominales, c'est ça? Alors non, chez le nouveau-né qui a entre 0 et 1 an, nous ne pourrons pas non plus appuyer sur son abdomen C'est ça, pour des à raisons cause de très la claires. fragilité. Voilà, le nouveau-né n'est pas terminé, hein. Il ne peut pas s'asseoir, il a ses abdominaux qui ne sont pas encore complètement façonnés, qui ne sont pas encore complètement développés. Et donc, on ne va pas pouvoir non plus appuyer sur son abdomen. Donc, chez le nouveau-né, chez le nouveau-né entre 0 et 1 an, nous allons faire l'étape dans le dos et la même chose, des compressions sternales avec seulement 2 doigts placés sur son sternum. Bien, ça, il s'agit de l'étouffement. Mais vous nous avez dit qu'il y a quatre détresses vitales. Euh, la prochaine détresse vitale, je pense que c'est vous les avez cités, c'est le cas des hémorragies. C'est bien ça. Tout à fait. Alors, en ce moment-là, comment ça se passe? Toujours dans la rue, Alors, c'est-à-dire que en extra-hospitalier. l'hémorragie qui va avoir lieu sur un membre, d'accord, on va plutôt traiter de ce cas-là, lors par exemple d'une attaque, lors d'une blessure ou lors d'un accident de la voie publique. L'hémorragie donc qui va se situer sur un membre inférieur ou un membre supérieur, c'est une grande perte de sang, d'accord, qui ne s'arrête pas. C'est ça la définition. Notre sang sert à véhiculer l'oxygène pour alimenter nos divers organes et dont l'organe le plus important qui va être le cerveau. Si rien n'est fait lors d'une hémorragie, c'est la même chose, il va y avoir un décès très rapide du patient. Donc, la première chose à faire, c'est de se protéger en tant que sauveteur par des gants, un tissu pour éviter d'être contaminé par le sang du blessé. Ensuite, il va falloir installer votre patient allongé, d'accord, car il a perdu beaucoup de sang. Son cerveau n'a plus assez de sang qui arrive pour l'oxygéner. Donc, il va falloir déjà installer votre patient allongé.
Premièrement, on va faire une compression avec la main directement sur la plaie. S'il y a un corps étranger, nous ne pourrons pas réaliser cette manœuvre. Il faudra passer directement à l'étape suivante. Donc là, on va rester sur l'étape où il n'y a rien dans la plaie. C'est juste une plaie importante qui saigne. Donc, on va faire une compression manuelle directe sur la plaie. Si on est seul… Excusez-moi, madame Marchand, mais la compression de la main sur la plaie, est-ce que cette main est protégée ou pas? Oui, avec une main protégée, avec un gant, avec un sac plastique ou avec un tissu si nous n'avons rien d'autre. Merci. Avant d'aller sauver son prochain, il faut toujours être nous-mêmes en sécurité. Un bon sauveteur est un sauveteur qui reste vivant. Donc, nous allons réaliser une compression manuelle directe et ensuite, nous allons réaliser des pansements compressifs. D'abord, un premier pansement compressif qui, dans, pareil, 90% des cas, sera suffisant. Si ce premier pansement compressif n'est pas suffisant, c'est-à-dire qu'il y a toujours un saignement actif, nous allons réaliser un deuxième pansement compressif par-dessus le premier. Si cela ne fonctionne pas… Sans retirer le premier. Hein. Toujours sans retirer le premier. D'accord. Si nous sommes efficaces, le saignement sera tari. Si nous ne sommes pas efficaces, il y aura toujours un saignement actif. Alors, la deuxième étape, c'est de passer au garrot. Le garrot sauve des vies et il est complètement réhabilité actuellement dans la prise en charge de l'hémorragie. Donc, nous allons réaliser un garrot, un travers de main au-dessus de la plaie. Avec quoi réaliser un garrot? Nous pouvons réaliser un garrot avec un tissu assez large, non élastique. Par exemple, un linge. On peut aussi utiliser les cravates des messieurs, ou on peut aussi utiliser une ceinture. Comme quoi tout sert. Comme quoi tout sert. De toute façon, nous n'avons pas le temps d'aller chercher du matériel spécifique quand nous sommes les premiers intervenants. Il va falloir utiliser ce que nous avons à portée de main. D'accord. Pour être efficace, le garrot doit être suffisamment serré et ça fait mal parce que ça serre très fort au niveau de la peau, donc ça doit faire une certaine douleur. Et il est efficace quand le saignement est tari en dessous. Mais dites-moi, madame Marchand, le garrot doit être serré suffisamment fort. Et est-ce il n'y a pas des règles particulières, c'est-à-dire que le garrot serré fort à la racine du membre, c'est vrai, et est-ce qu'on a besoin de toujours sentir le pouls ou pas? Parce qu'on ne sait pas à quel moment viendront les services du SAMU. L'objectif du garrot, c'est d'arrêter la circulation des artères et des veines. Donc, il n'y a plus de saignement en dessous du garrot. Si nous avons un seul blessé, un travers de main au-dessus de la plaie, ce sera la bonne position. Si nous avons plein de blessés, il faudra plutôt réaliser le garrot, comme vous venez de le dire, à la racine du membre. Très bien. OK. Alors, donc, première détresse, nous avons vu, c'est l'étouffement. Deuxième détresse, c'est l'hémorragie. Et la troisième, alors? La troisième détresse, nous allons aborder l'inconscient qui respire. Le patient inconscient qui respire, ça peut être à cause de plusieurs phénomènes. Il peut y avoir des personnes qui sont en manque de sucre, par exemple, les personnes qui ont la maladie du diabète. Il peut y avoir eu une intoxication avec des toxiques type alcool, type drogue, ou une intoxication à certains gaz, comme le monoxyde de carbone. Le patient peut aussi être inconscient suite à un trauma crânien. Alors, comment est-ce que je peux reconnaître un patient inconscient? Il y a 3 questions à poser. Devant un patient inconscient, il y a 3 questions à poser. Est-ce que vous m'entendez? Ouvrez les yeux et serrez-moi les mains. Donc, le secouriste qui se présente devant un patient qui lui semble inconscient devra réaliser ces 3 questions. Quand il n'y a pas de réponse sur ces 3 questions, on peut valider le fait que le patient est inconscient. Alors, en ce moment-là, qu'est-ce qu'on fait? Alors ensuite, une fois qu'il est inconscient, il va falloir aller chercher à savoir s'il respire. Comme il est inconscient, tous ses muscles sont hypotoniques, d'accord?
Et un muscle qui est très important, c'est le muscle de la langue. Et le muscle de la langue, comme on est hypotonique, il va avoir tendance à chuter dans le fond de la gorge. Donc, je vais m'aider de cette coupe de tête pour vous expliquer. La langue, elle est ici en blanc. Et donc, il va falloir dégager cette langue pour libérer. Ici, c'est le tuyau de la trachée par laquelle on respire. Et donc, il va falloir libérer en tirant sur le menton et en basculant la tête en arrière pour pouvoir libérer le passage de l'air sur les voies aériennes supérieures. Donc, on va juste basculer tranquillement la tête en arrière. Et ensuite, seulement après avoir réalisé cette bascule prudente de la tête en arrière, nous allons pouvoir vérifier si la personne respire. Il faut rester à vérifier la respiration pendant 10 secondes. Au bout de 10 secondes, nous devons avoir eu au moins 2 mouvements respiratoires. Si nous avons bien la présence de 2 mouvements respiratoires, alors nous pouvons en déduire que cette personne est inconsciente et qu'elle respire. Je suis arrivé et je demande à la victime, en plaçant mes mains dans le creux de ses mains, en posant une question simple et un ordre simple, si ouvrez les yeux, serrez-moi les mains. Voilà, aucune réponse, la victime est inconsciente. On va venir appliquer une libération des voies aériennes au niveau du col, cravate, ceinture. On va se positionner au niveau de la tête, une main au niveau du front, 2 doigts en crochet pour faire une bascule de la tête, du menton, prudemment. On va ouvrir la bouche, regarder s'il n'y a pas de corps étranger et venir apprécier s'il respire. Pendant 10 secondes, donc on va regarder avec nos yeux l'abdomen s'il y a des mouvements, écouter avec l'oreille si on entend et sentir avec la joue. Très bien. Alors, vous venez de dire, donc, devant un sujet inconscient, il faut basculer la tête afin de libérer les voies aériennes supérieures, particulièrement la langue, et vérifier s'il y a des mouvements respiratoires. Si pendant la durée de la surveillance, il y a au moins 2 mouvements respiratoires, on peut considérer que le malade, la victime respire. C'est bien ça. C'est ça. Et en ce moment-là, y a-t-il autre chose à faire? Alors oui, une personne qui est inconsciente et qui respire est en danger immédiat. Ce n'est pas normal d'être inconscient, d'accord? Donc, nos réflexes ne fonctionnent pas comme d'habitude. Et nous avons l'estomac, d'accord, qui d'habitude est fermé par un petit clapet qui là va être ouvert. Un estomac ouvert, ça veut dire que tout son contenu va remonter par le tuyau qui s'appelle l'œsophage et va aller inonder les poumons. Et nos poumons ne sont pas faits pour recevoir du liquide qui est allé dans l'estomac, c'est un liquide qui est acide. Nos poumons sont faits pour respirer. Par conséquent, pour protéger nos poumons, il va falloir positionner notre victime sur le côté. Ça s'appelle la position latérale de sécurité, ou PLS. Comment ça s'effectue? Parce qu'il y a quand même des règles pour mettre un patient, un malade, une victime en position latérale de sécurité. C'est très simple. Un enfant de 10 ans est capable de mettre un adulte en PLS. Il suffit de mettre sa propre main sous son visage et de basculer en attrapant son genou. On le fait de façon délicate afin de respecter l'axe tête-cou-tronc, afin d'éviter d'accentuer tout traumatisme ou d'être le plus respectueux possible au niveau de sa colonne vertébrale. Très bien. Alors, une fois le malade mis en position latérale de sécurité, on attend donc l'arrivée de secours. C'est bien ça ou il y a autre chose à faire en ce moment-là, puisque nous n'avons que nos mains en ce moment-là pour travailler. Une fois mis en position latérale de sécurité, nous allons revérifier que la victime respire toujours. Et puis ensuite, nous pouvons aussi la couvrir avant d'aller alerter les secours. Donc, l'alerte de secours, ça se fait donc en dernier. On met d'abord le malade en sécurité, on vérifie s'il est inconscient, on vérifie s'il respire, on le met en position latérale de sécurité et on va alerter les secours. C'est bien ça. Ça, Et c'est quand d'ailleurs, on est, ça, c'est dans les... quand, excusez-moi, Madame Marchand, là, c'est quand on est tout seul. Tout à fait. C'est une activité qui peut se faire
avec une autre, si vous n'êtes pas seul, en ce moment-là, l'autre intervenant appelle les secours pendant que vous mettez le malade en sécurité. Tout à fait. Et Alors, d'ailleurs, je me permets de répéter que dans les 3 urgences que nous avons déjà détaillées, c'est-à-dire, on va procéder de la même façon, c'est-à-dire que nous allons d'abord effectuer les gestes et ensuite nous allons alerter dans le cas où nous sommes seuls. Dans le cas où nous sommes plusieurs sauveteurs, il peut y avoir la réalisation des gestes en même temps que l'appel, car les 2 personnes pourront réaliser, certains réaliseront les gestes, d'autres réaliseront l'appel. très bien. Alors, maintenant, est-ce que, à propos des sujets inconscients qui respirent, y a-t-il autre chose à faire? Après qu'on l'ait couvert, est-ce que nous avons autre chose à faire en ce moment-là? Non, il n'y a rien d'autre à faire. On peut procéder à un examen minutieux des éléments qui sont autour de lui pour peut-être avoir des pistes de cause. Hein. Si par exemple cette personne elle a des médicaments sur elle ou des ordonnances, on peut peut-être trouver qu'elle est diabétique. On peut peut-être aussi chercher s'il y a de l'alcool autour d'elle, des bouteilles vides ou des médicaments dans les poubelles, si elle a voulu créer une intoxication médicamenteuse volontaire. Ou alors, c'est aussi le contexte. Si à côté d'elle, il y a un escabeau et qu'elle a chuté, par exemple, on peut donner ces éléments-là au secours. Alors, non, plutôt, allais-je dire, maintenant, si vous trouvez que si le malade est inconscient, il ne respire pas, et vous découvrez qu'il est inconscient, qu'est-ce qu'on fait? Alors, le malade inconscient qui ne respire pas, c'est le synonyme d'un arrêt cardiaque. Depuis plusieurs années, les recommandations mondiales sur ce sujet se sont accordées pour dire qu'un inconscient qui ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque. Nous n'avons plus besoin de prendre le pouls comme il a pu être enseigné auparavant. Donc, une personne est inconsciente si elle ne répond pas aux 3 questions. Est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi les mains et ouvrez les yeux. Ensuite, après libération de ces voies aériennes, nous allons voir si la personne respire. Sur 10 secondes, si nous avons 0 mouvement respiratoire ou un seul, on considère que la personne est en arrêt cardiaque. Donc, le critère pour considérer que la personne est inconscient et ne respire pas, c'est l'absence totale de respiration dans un intervalle de 10 secondes ou une seule et rare respiration dans le même intervalle. Tout à fait. Une seule respiration, ça s'appelle un gasp. Et ce n'est pas suffisant, d'accord, pour considérer que la personne respire. Donc, absence de respiration ou gasp égale arrêt cardiaque. Et en ce moment-là, quel est le déroulé de ce qu'on peut appeler la prise en charge d'un patient, d'une victime inconsciente et qui ne respire pas? Alors là, attention, écoutez bien, c'est la situation où il va falloir en premier alerter les secours médicaux. En premier, c'est ce que nous allons faire, nous allons alerter. Ensuite, nous allons débuter les compressions thoraciques afin de remplacer le cœur qui s'est arrêté. Les compressions thoraciques permettent de maintenir l'oxygénation du cerveau. Quand nous faisons des compressions thoraciques, nous sauvons du cerveau. Ensuite, la deuxième étape étant réalisée par quelqu'un, il va falloir passer à la 3e étape qui est l'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique ou automatisé externe. Les défibrillateurs sont normalement présents dans tout lieu accueillant du public. Par exemple, les salles de sport, les centres commerciaux, les mairies, les lycées. Tous ces endroits qui accueillent du public doivent se doter de défibrillateurs. Des défibrillateurs qui seront vérifiés et fonctionnels. L'objectif d'utiliser un défibrillateur, c'est de pouvoir administrer une charge électrique qui va traverser le cœur et pouvoir rétablir un rythme cardiaque normal. Donc, le premier maillon de cette chaîne de survie, c'est l'alerte. Ensuite, il faut réaliser des compressions thoraciques, anciennement appelées massages cardiaques. Donc, désormais, nous appelons ça des compressions thoraciques avec une main qui appuie sur le milieu du sternum et il va falloir appuyer 120 fois par minute, 100 à 120 fois par minute,
et s'enfoncer de 5 à 6 cm. C'est fatigant. Oui, il va falloir donc être plusieurs et se relier si c'est possible. Et si on est tout seul? Si on est tout seul, il va falloir donc alerter, débuter les compressions thoraciques et normalement, sauf si la personne s'est écroulée à côté d'un défibrillateur, on pourra réaliser que des compressions thoraciques, sauf si le défibrillateur est à portée de main. Auquel cas, nous pourrons le poser. Alors, j'ai une question, Madame Marchand. Et si on n'a pas le défibrillateur, qu'est-ce qu'on fait? Si nous n'avons pas le défibrillateur, il faut continuer les compressions thoraciques jusqu'à l'arrivée des secours. Les compressions thoraciques sont le seul moyen pour garder le cerveau oxygéné. Notre cerveau ne peut pas fonctionner sans oxygène. Il peut être, au bout de 3 à 4 minutes, les dégâts cérébraux sont bien là et on va aller progressivement vers des lésions cérébrales irréversibles si nous n'oxygénons pas ce cerveau. Très bien. Ça veut dire qu'il faut continuer à oxygéner le cerveau, donc à exécuter les compressions thoraciques jusqu'à l'arrivée des secours. C'est ça. À l'époque quand on exécutait effectivement la prise en charge de ce genre de patient, on parlait du bouche à bouche. Qu'en est-il aujourd'hui? Alors, cette technique n'est plus du tout recommandée. D'accord? En effet, le bénéfice de pratiquer du bouche à bouche n'est plus prouvé. Il va falloir plutôt réaliser des compressions thoraciques de bonne qualité en essayant de les interrompre le moins possible plutôt que de s'arrêter de faire ces compressions thoraciques pour pratiquer du bouche à bouche. En effet, le bouche à bouche est plutôt difficile à réaliser. En plus, nous n'apportons que très peu de pourcentage d'oxygène dans l'air que nous avons d'abord inspiré. Nous avons gardé une partie de l'oxygène et ensuite nous donnons ce que nous avons expiré, c'est-à-dire une faible fraction en oxygène. Donc, il est recommandé de pratiquer d'abord les compressions thoraciques et de ne pas s'arrêter, ou en tout cas de s'arrêter le moins possible, juste quand nous avons un défibrillateur pour écouter le défibrillateur, ce qu'il va nous donner comme message. Très bien. Alors, Madame Marchand, vous nous dites que le bouche à bouche n'est plus d'actualité. La seule chose à faire devant un arrêt cardiaque, c'est les compressions thoraciques. Point. Tout à fait. Rien d'autre. L'utilisation d'un défibrillateur semi-automatique. Et l'utilisation effectivement d'un défibrillateur semi-automatique. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que les défibrillateurs semi-automatiques doivent être vulgarisés quasiment partout, dans tout lieu qui reçoit du monde. Tout à fait. Les collectivités locales doivent mettre à disposition de la population des défibrillateurs semi-automatiques dans les lieux qui accueillent beaucoup de public. Les stades, par exemple, les stades de foot, toutes les salles de sport, les écoles, les lycées, tous ces lieux qui accueillent du public doivent avoir un défibrillateur semi-automatique afin d'être utilisé par la population. Très bien. Alors maintenant, une fois que vous avez massé, puisque c'est l'ancien terme qu'on utilisait, une fois que vous avez massé, y a-t-il autre chose à faire? Masser, défibriller, est-ce qu'il y a autre chose à faire si jamais le cœur ne repart pas? Non, déjà, si le cœur repart, qu'est-ce qu'on Alors, fait? si la personne re-respire, d'accord, ça veut dire qu'il y a une reprise d'activité cardiaque spontanée suite à vos gestes. La personne va probablement re-respirer, va probablement déglutir et au mieux pourra ouvrir les yeux et vous parler. Ça peut arriver, mais en règle générale, d'abord, il re-respire. Si elle ne répond pas toujours aux 3 questions qui sont « Ouvrez les yeux, est-ce que vous m'entendez? Serrez-moi les 2 mains », elle est inconsciente et elle respire. Et du coup, nous basculons sur notre 3e urgence vitale où les gestes à faire sont la mise en position latérale de sécurité en attendant les secours. Et on reste à vérifier qu'elle respire toujours car un cœur qui s'est arrêté a de fortes probabilités de s'arrêter de nouveau. Très bien. Donc, on aura donc transformé une urgence quasiment
vitale en une autre beaucoup moins, enfin, moins grave que la première. C'est-à-dire que l'arrêt cardiaque, on transforme l'arrêt cardiaque en une victime qui est inconsciente mais qui respire. C'est ça. Alors, juste pour des raisons de compréhension, on dit souvent que la répétition est la mère de science. Est-ce que je peux vous demander de nous redécrire la compression thoracique de façon un peu plus lente pour que tout le monde saisisse? Alors, pour réaliser une compression thoracique, il va falloir se positionner au-dessus du thorax de votre victime, le plus proche possible. Avec les mains jointes et les bras tendus, vous allez réaliser des compressions au milieu de son sternum, avec les bras tendus, les coudes verrouillés. Et vous allez enfoncer la cage thoracique de 5 à 6 cm avec une fréquence de 100 à 120 par minute. La compression est aussi importante que la décompression. Ces compressions thoraciques se réalisent sur un plan dur, donc plutôt au sol. Si votre victime est dans un lit très confortable, il sera préférable de la positionner sur un sol dur. Si possible, on peut se relayer toutes les 2 minutes pour être plus efficace. Effectivement, ça c'est quand on est nombreux. Bon, souvent à la maison, on peut être deux, monsieur et madame. En ce moment-là, c'est le monsieur qui fait toutes ces compressions. Alors, ou madame, inversement. Mais est-ce qu'il faut, parce que vous avez dit quelque chose de très intéressant, non, de très important plutôt, c'est-à-dire que sur un patient qui ne respire, qui est inconscient et qui ne respire pas, on considère que c'est un arrêt cardiaque. C'est-à-dire que c'est la même conduite à tenir qu'un arrêt cardiaque. La première chose, cette fois-ci, c'est d'abord alerter avant de commencer les premiers gestes. Mais si malgré tout, les services de secours médicaux ne sont toujours pas là, après, je prends un chiffre comme ça, 5 ou 10 défibrillations, qu'est-ce qu'on fait? Ma question, en fait, c'est pour savoir à quel moment on arrête. Est-ce qu'on peut se permettre d'arrêter ou pas? Alors, il est dit qu'on pourra s'arrêter à l'épuisement du sauveteur. C'est-à-dire que si personne ne vient en aide à ce sauveteur et que le sauveteur est épuisé, on considère qu'il a le droit de s'arrêter. Alors, les internautes qui nous écoutent peuvent se dire que on vient de parler de ces 4 grandes détresses vitales, n'est-ce pas? Tout à fait. Comment on considère les autres accidents domestiques qui peuvent arriver? Je parle par exemple de l'électrocution. Alors, l'électrocution. L'électrocution, qu'est-ce qu'on fait? Alors, l'électrocuté ou l'électriser plutôt. Parce que l'électrocuté, c'est la définition de l'homme mort par un courant électrique qui l'aura traversé. L'électrisé, c'est celui qui va être récupéré. L'électrisé, il a eu donc un courant électrique qui est passé au travers de son corps et le courant électrique aime bien passer par les vaisseaux, les nerfs et donc en général, il passe par le cœur. Et il va il peut créer des troubles du rythme cardiaque qui vont entraîner directement l'arrêt cardiaque ou qui peuvent juste le rendre inconscient ou encore quelqu'un qui aura juste reçu un courant électrique qui sera comme vous et moi, c'est-à-dire conscient et qui respire. Dans tous les cas, donc si le patient est inconscient et qui ne respire pas, c'est la prise en charge de l'arrêt cardiaque, comme on a vu ensemble. S'il est inconscient et qui respire, c'est la prise en charge avec la mise en PLS. Et si cette personne est comme vous et moi conscient et qui respire et qu'il décrit que le courant l'a traversé, il faut absolument qu'il soit hospitalisé pour une surveillance de son cœur. Il va falloir enregistrer son cœur pendant 24 heures, car à tout moment, il peut faire un trouble du rythme entraînant un arrêt cardiaque. Donc, même si cette personne se sent bien, il faut qu'elle soit hospitalisée en surveillance. Alors, dans un premier temps, il faut peut-être ne pas se mettre soi-même non plus en danger. C'est-à-dire, il faut peut-être aller voir le disjoncteur. Tout à fait. Dans tous les cas, le secouriste ne doit jamais se mettre en danger. Il doit toujours veiller à sa propre sécurité. Donc, si par exemple la personne elle est toujours accrochée au fil électrique ou à l'appareil défectueux, en effet, il ne faut pas y toucher, il faut aller disjoncter, si c'est possible, l'ensemble du bâtiment.
Alors, le but de ma question, effectivement, était d'expliquer à nos internautes que toutes les autres situations qui peuvent arriver dans les accidents domestiques ou les accidents de la route, partout en extra-hospitalier, se retrouvent dans les quatre détresses que vous venez de nous décrire. L'un des derniers exemples que je vais vous demander, c'est la noyade. C'est la même chose alors. Alors, la noyade, en effet, on va considérer que c'est un arrêt cardiaque, d'accord, pour que ce soit plus simple. Parce que la personne qui se noie, est-ce que vous êtes sûr qu'elle s'est noyée parce qu'elle avait des difficultés pour nager ou est-ce qu'elle n'aurait pas fait un trouble du rythme, la Donc un personne malaise, adulte? quoi. Un Voilà, c'est ça. malaise Voilà. dans l'eau. Voilà. Donc, on va rester, pour l'adulte en tout cas, on va rester assez simple et on va considérer l'arrêt cardiaque suite à une noyade, par exemple. Après, l'arrêt cardiaque chez l'enfant, c'est une autre prise en charge, d'accord, parce que l'enfant, lui, il a besoin d'être ventilé. Ça veut dire que chez l'enfant, on peut se permettre de faire du bouche à bouche. Tout à fait. Chez l'enfant qui aura un arrêt cardiaque, donc on fera tout le temps la même reconnaissance, le même bilan, hein, le bilan de conscience. Est-ce que tu m'entends? Est-ce que tu peux serrer les mains? Et ouvre les yeux. Il ne répond pas, donc il est inconscient. Ensuite, je bascule prudemment sa tête en arrière. Je vérifie s'il respire sur 10 secondes. S'il ne respire pas, c'est un arrêt cardiaque. Et chez l'enfant, la cause de l'arrêt cardiaque n'est pas la même que chez l'adulte. Chez l'enfant, c'est une cause qui sera respiratoire et par conséquent, nous allons débuter la prise en charge par 5 insufflations starter. Donc 5 insufflations au bouche à bouche. 5 insufflations et combien de compression thoracique? Alors, chez l'enfant, après reconnaissance de l'arrêt cardiaque, nous n'allons pas alerter comme chez l'adulte. Nous allons d'abord réaliser des gestes de secours avant d'alerter. Bien sûr, c'est dans le cas où nous sommes seuls. Donc 5 insufflations starter et ensuite nous allons faire 15 compressions de ventilation et cela pendant 1 minute avant de passer notre alerte. Pour quelle raison? L'enfant étant en arrêt cardiaque pour une cause respiratoire, elle est beaucoup plus facilement réversible que la cause cardiaque de l'adulte. Donc, le grand pourcentage des arrêts cardiaques chez les enfants, c'est avant tout respiratoire. Tout à C'est fait. ainsi qu'il faut lui apporter ce qui lui manque, donc l'oxygène. C'est ça. C'est comme une voiture qui n'aurait plus de carburant. Alors que l'adulte, c'est comme une voiture qui n'aurait plus le moteur qui tournerait. C'est une très belle illustration. C'est une très belle illustration, Madame Marchand. Est-ce que vous avez une autre détresse, une autre application à nous donner? Dans les urgences potentielles, il y a tous les types de malaises. Il y a aussi les brûlures, les plaies. On peut aborder les brûlures. Le principe fondamental d'une prise en charge de brûlure, c'est le refroidissement. Hein. L'eau va permettre de refroidir la brûlure et donc de diminuer le phénomène douloureux et surtout de diminuer l'étendue et la profondeur de la brûlure. Donc la règle, c'est de refroidir la brûlure dans de l'eau froide le plus rapidement possible et ceci pendant un temps assez long, à peu près 15 minutes de refroidissement. Alors, tout à l'heure, je vous ai dit que la vie était ce que nous avons de plus précieux et que aussi bien le citoyen et l'État avaient des rôles à jouer. Mais si l'État, de son côté, ne remplit pas son rôle, il va être difficile que tout ce que le citoyen va faire soit capitalisé plus tard. L'État doit donc inciter le citoyen à se former pour qu'il sauve les autres. L'État doit mettre en place des outils juridiques parce qu'il faut bien qu'il légifère pour éviter le désordre. Il doit protéger l'intervenant pour qu'il ne soit pas poursuivi pour certains actes qu'il aura faits. Il doit sécuriser le citoyen. Prenons un exemple. Les urbanisations sauvages. Imaginons que nous avons des routes qui n'ont pas de voies cyclables, par exemple. Est-ce que vous voyez l'absence de voies cyclables?
l'absence des routes piétonnes, combien d'accidents on aurait pu éviter pour simplement mettre une voie cyclable, des caniveaux étanches, des, 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 des passages piétons. Est-ce que vous imaginez le nombre d'accidents qu'on aurait pu éviter? Est-ce que en ce moment-là, la législation, est-ce qu'on peut porter porter plainte à l'État devant ce genre de manquement? En effet, l'État est le garant de la sécurité de ses concitoyens. Donc, c'est à lui de développer les infrastructures nécessaires à sa prise en charge et à son accès aux soins. Quand vous alertez les services de secours pour un arrêt cardiaque, il faut que les services de secours soient en mesure de venir à vous. Parce que vous avez beau déployer tout vos savoir-faire sur les compressions thoraciques et l'utilisation d'un défibrillateur, si personne ne vient au chevet de ce patient, il va décéder car il faudra à un moment donné lui administrer des drogues particulières pour pouvoir faire repartir son cœur. Tout à fait. Alors, est-ce que, Madame Marchand, avez-vous autre chose à ajouter sur tout ce que vous venez de dire? Qu'est-ce que peut retenir nos chers internautes? Ce que j'ai envie de vous dire, c'est que le plus important, c'est de se former, de repérer les détresses vitales et de se former au mieux possible pour, le jour venu, pouvoir porter secours à votre prochain. Bien, nous avons vu, il faut de la formation, il faut que l'État prenne ses responsabilités et que une fois que l'État a pris ses responsabilités, le citoyen peut en ce moment-là faire jouer son devoir citoyen, celui de sauver les autres. Madame notre invitée, nous vous remercions. Si vous avez un dernier mot, nous vous écoutons avant de conclure. Je vous remercie, Dr Ekapi, de m'avoir invité. Ce fut un plaisir de pouvoir vous expliquer les différentes prises en charge sur ces urgences vitales. Merci beaucoup. Merci à vous d'avoir pris votre temps, de votre temps. Je sais que vous étiez de garde hier, vous me l'avez dit, d'avoir pris votre temps pour venir pour répondre à notre invitation. Il y a beaucoup de choses à dire, c'est vrai. Nous sommes allés un peu vite parce que, pris par les impératifs du temps, mais nous vous inviterons, si jamais vous ne posez aucune objection, pour d'autres urgences vitales, surtout pour la formation, comme vous l'avez dit, pourquoi pas venir nous former au niveau de nos différents pays, nous qui sommes issus des pays pauvres. Il serait bien que ceux qui sont habitués à ces détresses dans des pays développés viennent nous donner la main pour que ensemble nous essayions de faire des choses, encore des choses dans nos pays. Je vous remercie, Madame Marchand. Ce sera avec plaisir. Chers téléspectateurs, merci d'avoir été fidèles. Notre émission se termine par ici. Nous reviendrons poser des questions pour que nous organisions une prochaine émission afin de répondre à toutes vos interrogations. Entre-temps, mesdames, messieurs, je vous dis, prenez soin de vous. Au revoir. Au revoir.